Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 13 septembre. Donc voici les principaux titres. William Ruto, le nouvel homme fort du Kenya, prête serment aujourd'hui pour devenir officiellement le 5e président de ce pays en proie à des difficultés économiques majeures. 5 jours après son décès, le cercueil d'Elisabeth II reposait pour la première fois en public à Édimbourg, où ils étaient nombreux à vouloir rendre hommage à leur reine avant de la voir partir pour Londres, où ses funérailles se dérouleront lundi prochain. Et à moins de 2 mois de la Coupe du Monde de football au Qatar, le trophée a fait une escale à Dakar, où les supporters sénégalais ont pu de nouveau contempler la coupe 4 ans après son dernier passage dans la capitale sénégalaise. Et on débute donc avec le Kenya, où après sa victoire aux élections présidentielles le 9 août dernier, William Ruto est officiellement le 5e président du pays. Et pour la cérémonie d'investiture qui se déroule aujourd'hui, une vingtaine de chefs d'État étaient attendus dans le stade de Kasarani, le plus grand de la capitale Nairobi. Émeric Troignon. Changez dans ce rythme en ce moment qu'attendaient les partisans de William Ruto depuis la proclamation des résultats de l'élection du 9 août dernier. Au stade de Kasarani à Nairobi, la capitale kenyane, ils sont des milliers à effectuer le déplacement pour ne rien rater de la cérémonie d'investiture qui consacre William Ruto 5e président du Kenya. Officiellement ce mardi, il prend les rênes du pays après plusieurs semaines de controverses qui ont suivi l'élection. Dès l'annonce définitive de sa victoire la semaine dernière par la Cour suprême, le nouveau président avait appelé à l'unité, tendant la main à ses opposants. Je tends une main fraternelle à tous mes concurrents et à tous leurs partisans. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des Kenyans. Unissons-nous pour faire du Kenya un pays que tout le monde sera fier d'appeler sa maison. Le 5 septembre, près d'1 mois après l'élection présidentielle, la Cour suprême a validé à l'unanimité la victoire du vice-président sortant devant Raila Odinga, figure historique de 77 ans de la politique kenyane qui avait dénoncé des fraudes. William Ruto, 55 ans, a devancé son adversaire, soutenu par le chef de l'État sortant, Uhuru Kenyatta, et son puissant parti. Selon la constitution du pays, le président doit prêter serment avant 14 heures heure locale. Le président élu doit prêter le serment de prise de fonction administré par le greffier en chef du pouvoir judiciaire devant la présidente de la Cour suprême. Conformément à la loi, cette prestation doit avoir lieu entre 10h et 14h. Une vingtaine de chefs d'État devraient marquer la cérémonie d'investiture de leur présence. Après son installation, le nouveau chef de l'État doit répondre à des attentes très élevées et à une économie en mauvaise posture. En témoigne le niveau d'inflation record et une dette qui atteint les 70 milliards d'euros, environ 67% du PIB du pays. Et on reste au Kenya où, vous l'avez compris, après la liesse de la victoire, le temps est venu pour le nouveau président de s'attaquer aux défis qui l'attendent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont nombreux, comme va vous l'expliquer Valentine Exantus. Le 5 septembre dernier, la Cour suprême kenyane a confirmé la victoire de William Ruto à l'élection présidentielle. L'ancien vice-président du pays devient le 13 septembre, à l'issue de son investiture, le 5e président du pays. Tout au long de sa campagne, William Ruto a promis de sortir des millions de Kenyans de la pauvreté. Ce sera l'un de ses premiers défis. La chose la plus importante est de réduire le coût de la vie afin que nous puissions obtenir de la nourriture à un prix abordable. Il devrait également viser à mettre fin à la corruption. Le futur président devra aussi faire face à la dette qui a été multipliée par 5 en presque 10 ans, sans oublier le prix des denrées alimentaires et le taux de chômage qui augmente en particulier chez les jeunes. Mais au-delà de ces défis économiques, William Ruto rêve d'un Kenya fondé sur la justice. Il est très important, alors même que nous commençons notre voyage en tant que nation, que nous convenions que le Kenya sera un pays fondé sur l'état de droit. 100 jours. C'est le délai que s'est fixé William Ruto pour honorer sa promesse de faire baisser le coût de la vie au Kenya. Une ambition grande alors que l'inflation dans le pays atteint presque 8,5%.
Selon les experts, c'est son plus haut niveau depuis 5 ans. En Éthiopie, 2 jours après que les rebelles du Tigré se sont dit prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine, la capitale de la région, Mekele, a été touchée par une frappe aérienne ce jour. Selon Getachew Reda, un porte-parole des rebelles du Tigré, cette frappe serait due au drone d'Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien. Suite au décès de la reine Elisabeth II, Adama Barrow, le président en exercice de la Gambie, également membre du Commonwealth, a présenté ses condoléances à la famille royale. Et c'est au domicile du haut-commissaire britannique près de Banjul qu'il a signé le livre de condoléances, rappelant à tous que la disparition de la reine était une grande perte pour le monde entier. Valentine Exantus. Devant un portrait de la reine Elisabeth II, Adama Barrow, le président gambien, signe le livre de condoléances. En présence du haut fonctionnaire britannique, le chef de l'État gambien, dont le pays est membre du Commonwealth, a tenu à rendre un dernier hommage à la reine. Elle était présente depuis 70 ans. Je pense donc que c'est un choc pour le monde entier, en particulier pour le peuple britannique. Et c'est pourquoi j'ai dit que je devais venir et exprimer ma sympathie à l'ambassadeur et présenter mes condoléances à mon nom, au nom de ma famille et du pays tout entier. La Gambie, qui a réintégré le Commonwealth en 2019, entretient des liens bilatéraux avec la couronne britannique. Son président espère que le roi Charles, qui prend la succession de sa mère, marchera sur les traces de la reine. Charles III s'était rendu en Gambie lorsqu'il était encore président de Galles. Je pense que la relation est forte et nous continuerons à l'améliorer. Et je me souviens qu'il était également venu ici pour visiter la Gambie. Nous avons déjà construit cette relation entre nous deux et il possède une grande expérience avec ses 73 ans. Alors que les funérailles de la reine Elisabeth II sont prévues pour le 19 septembre, les hommages à la reine pleuvent. Des dirigeants du monde entier, aux anonymes, en passant par les citoyens britanniques, chacun peut encore témoigner de sa compassion à la famille éplorée. Un livre de doléances en ligne a été ouvert sur le site de la famille royale. Et en Écosse, 5 jours après son décès, le cercueil d'Elisabeth II reposait pour la première fois en public à Édimbourg, où ils étaient nombreux à vouloir rendre hommage à leur reine avant que celle-ci soit transférée à Londres pour ses funérailles le 19 septembre. Une journée forte en émotions, comme va vous le raconter Mathieu Nicolas. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez et déjà, des centaines de personnes font la queue. Elles sont là pour dire au revoir à la reine Elisabeth II. Dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, depuis lundi soir, des dizaines de milliers de Britanniques se pressent pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II avant son transfert à Londres. C'était bouleversant, c'était émouvant. Nous avons trouvé que c'était très calme et paisible là-dedans, ce qui était agréable à voir. Mais la chose que j'ai trouvée très émouvante, c'est que c'est toujours difficile de se dire qu'elle est là-dedans. Ça ne semble toujours pas réel. Il y a aussi le fait d'avoir placé la couronne au-dessus du cercueil. Le cercueil est resté accessible toute la nuit à la population après une veillée funèbre organisée en présence du roi Charles III et de la famille royale. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires essentielles auxquelles les membres des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de tous. Selon la police, près de 30 000 bracelets, sésames nécessaires pour entrer dans la cathédrale, ont déjà été distribués. Et la file d'attente, ce mardi, s'étend sur plus d'1,5 km dans les rues d'Édimbourg. Cette affluence souligne l'affection que les Britanniques avaient pour leur défunte monarque. Et toujours au sujet de la reine, le cortège transportant son cercueil qui était arrivé dimanche au palais d'Holyrood House à Édimbourg sera embarqué aujourd'hui dans un avion royal à destination de Londres où il sera de nouveau exposé publiquement 23 heures sur 24 au palais de Westminster à partir de mercredi soir. Mathieu Nicolas. Des milliers de personnes sont entassées dans les rues d'Édimbourg avec un seul désir, se recueillir devant la dépouille de la reine Elisabeth II. Lundi, le parcours du cercueil de la reine, décédée jeudi dernier,
fait une halte à Édimbourg, la capitale écossaise, avant de rejoindre Londres. Une foule compacte a accueilli la dépouille qui a franchi les grilles du palais d'Holyrood House, la résidence royale écossaise, après avoir parcouru 300 km. C'était très émouvant. Aujourd'hui, nous avons voyagé assez loin. Nous sommes venus de Stirling pour venir rendre hommage à la reine et déposer quelques fleurs dans le jardin. C'est incroyable que la pluie ne soit pas tombée quand le cercueil est descendu et nous attendons juste de déposer des fleurs pour elle. C'était très touchant de voir la foule applaudir sur le Royal Mile et je me sens vraiment fière d'être ici et humble de tout cela. Une procession a ensuite rejoint la cathédrale Saint-Gilles. Le roi Charles III et la reine consort ont ensuite marché derrière le corbillard. Après une cérémonie religieuse en fin de journée, une veillée funèbre doit ensuite se tenir en présence de la famille royale. Le public pourra venir se recueillir devant le cercueil qui reposera dans la cathédrale jusqu'à ce mardi. Le cercueil de la reine sera ensuite amené à Londres et sera accueilli à son arrivée par le roi Charles et les membres de la famille royale. Les funérailles de la reine sont prévues le 19 septembre à l'abbaye londonienne de Westminster. En Ukraine, le président Zelensky a annoncé hier que depuis le début du mois de septembre, ses soldats avaient déjà libéré 6000 km² de territoire ukrainien dans l'est et le sud. Des succès militaires équivalents à 7 fois la superficie de Kiev. Par ailleurs, l'armée ukrainienne a aussi annoncé avoir réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités en 24 heures. On fait le point avec Adiata Ongoiba. Des chars et des munitions abandonnés par les soldats russes dans cette localité près de la ville d'Izium, dans la région du Donbass. Devant les caméras, des soldats ukrainiens inspectent les lieux. Nous sommes venus ici pour vérifier s'il est sûr, s'il y a des explosifs, des pièges ou autres, et s'il restait quelqu'un de l'armée russe. Et tous les pièges qu'on a trouvés, on les a démolis. Après avoir mené une contre-offensive, l'armée ukrainienne a annoncé ce lundi matin avoir repris plus de 20 localités contrôlées jusque-là par l'armée russe. Une opération de reconquête qui se poursuivrait dans les régions de Kharkiv et Donetsk. Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont réussi à chasser l'ennemi de plus de 20 localités. Des mesures sont prises pour les stabiliser et les placer sous contrôle total. L'Ukraine revendique la reconquête depuis début septembre d'environ 3000 km² de son territoire, essentiellement dans la région de Kharkiv. Selon la porte-parole du commandement sud-ukrainien, près de 500 km² ont été conquis dans le sud de la région de Kherson, des zones désormais sous bannière ukrainienne. Nous avons libéré environ 500 km² et nous pouvons constater que dans la région de Kherson, les localités de Virsokopilya, Bilorgirka, Suki Starvok et Mirolio-Bivka, à ce jour, sont libérées et se retrouvent entièrement sous le drapeau ukrainien. Dans la foulée de ces annonces, Moscou a réagi lundi à la mi-journée, assurant que l'armée russe avait bombardé des zones dans la région de Kharkiv qui avaient été reconquises. La Russie dit continuer son intervention sur le territoire ukrainien jusqu'à ce que ses objectifs soient atteints. Retour en France où 1300 hectares de forêt sont partis en fumée ce mardi dans l'incendie qui s'est déclaré à Somos, en Gironde. Hier après-midi, plus de 500 personnes ont été évacuées tandis que les pompiers continuent de lutter contre les flammes alors que 2 colonnes de pompiers supplémentaires sont attendues en renfort dans la journée. On écoute le sous-préfet Fabrice Thibier. Écoutez, on a un feu qui a démarré cet après-midi à 15h30. Pour l'instant, on a 400 hectares de consumés, avec un vent qui est tournant, une surface de feu qui est difficile à maîtriser. Les forces de l'ordre ont réussi à avoir des points d'appui, donc des positions qui sont à peu près tenues, mais il y a encore une tête de feu qui est compliquée à maintenir. 2 nouveaux affrontements qui ont éclaté cette nuit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Début de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Et au Burkina Faso, le président qui limoge son ministre de la Défense. C'est le reste de l'actualité. Les combats ont repris entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Dans la région du Haut-Karabakh, au moins 49 militaires arméniens ont été tués mardi dans des affrontements toujours en cours.
L'annonce a été faite par le premier ministre arménien Nikol Pachinian, a lui aussi reconnu des pertes mais aucun chiffre n'a été donné. Les deux ex-républiques soviétiques s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités. Au cours de ces 3 dernières décennies, elles se sont affrontées lors des 2 guerres. En jeu, le contrôle de la région du Nagorno-Karabakh. Les autorités arméniennes appellent la communauté internationale à réagir face à cette situation. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi à New York. Elle durera 2 semaines. Elle sera présidée par le Hongrois Csaba Kőrösi. Lundi, il a prêté serment et promis de continuer à réformer et à transformer les Nations unies, y compris l'Assemblée générale, et à renforcer la coopération multilatérale par la confiance. Le secrétaire général des Nations unies qui présidait la cérémonie a rappelé le contexte dans lequel s'est déroulée cette 77e session. Antonio Guterres a souligné la hausse des prix, l'érosion du pouvoir d'achat, l'insécurité alimentaire croissante et les ombres grandissantes d'une récente mondiale. Cette Assemblée générale des Nations unies devrait donc être une occasion d'apporter des solutions aux défis auxquels le monde est aujourd'hui confronté. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a limogé lundi son ministre de la Défense Barthélemy Sempori. Le poste est désormais occupé par le président lui-même. Cette décision intervient après une série d'attaques djihadistes qui a touché le pays ces dernières semaines. Le Burkina Faso est confronté à la violence des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Ces attaques y ont fait depuis 2015 des milliers de morts et quelques 2 millions de déplacés. Selon les chiffres officiels, plus de 40% du territoire est hors du contrôle de l'État. Retour en Afrique où le ministre centrafricain de la communication Serge Ghislain Djorié est au Cameroun où il a été reçu par le président du consortium L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou Bellinga. L'occasion pour les 2 hommes de discuter de la coopération entre le groupe L'Anecdote et la Centrafrique. Et à l'issue d'une réunion stratégique, le porte-parole du gouvernement centrafricain s'est félicité de ce partenariat et salue le pragmatisme du groupe L'Anecdote. Chimène Baleba, Pierre Parfait-Tongo et Cyril Guijoy. Chers frères et sœurs du Cameroun, nous sommes très ravis déjà de travailler avec vous et nous serons très ravis d'être ensemble avec vous jusque là où le bateau va nous mener. Et je sais que c'est bon pas. Séduit. C'est ainsi que Serge Ghislain Djorié, ministre centrafricain de la communication, décrit en un mot sa satisfaction quant au pragmatisme du top management du groupe L'Anecdote. Reçu au nouveau siège de l'institution à Yaoundé par le patron du consortium, Jean-Pierre Amougou Bellinga, le porte-parole du gouvernement centrafricain entame des travaux avec des hauts responsables du pool média et divers services dans le but d'élargir la coopération. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme. Le continent a besoin de pragmatisme. Et c'est ça qui nous amène vraiment à continuer à travailler avec le groupe Anecdote. Et cela témoin insuffisant démontre notre degré de satisfaction. Aujourd'hui, nous avons tenu une réunion stratégique afin de définir un agenda de travail qui va s'étaler aujourd'hui jusqu'à vendredi. Les 2 entités entretiennent déjà des rapports diversifiés axés sur la révolution du système audiovisuel centrafricain. Ceci a été marqué par la rénovation de la télévision centrafricaine en mars 2020 et un partage d'expériences qui s'est matérialisé entre autres par la formation d'une 15aine de professionnels des médias en 2021, sans oublier des entretiens réguliers entre le milliardaire camerounais et les autorités centrafricaines. Aujourd'hui, c'est la restructuration définitive et la mobilisation des ressources domestiques au sein du département de la communication. Une vision qui s'inscrit dans le séminaire gouvernemental et aussi dans la vision politique du chef de l'État. On va repartir en Centrafrique le week-end et rendre un rapport au Conseil, sinon au chef de l'État et au Conseil des ministres afin d'aller très rapidement vers la phase opérationnelle de ce que nous sommes en train de venir faire et qui est vraiment capital. Le partenariat entre le groupe L'Anecdote et la République sœur de Centrafrique entre dans une nouvelle phase. Les 2 alliés comptent explorer d'autres pistes de coopération. Je vous le disais en titre, le trophée de la Coupe du monde de football est arrivé au Sénégal la semaine dernière, à 2 mois de la compétition au Qatar. L'ancien international français David Trezeguet l'a dévoilé aux yeux des supporters sénégalais venus nombreux à accueillir le trophée en or tant convoité par les Lions de la Teranga. Reportage.
Avec fierté, les uns après les autres, ils s'avancent pour immortaliser l'instant. Même si le trophée est sous bonne garde et protégé, chaque visiteur ici veut sa photo. J'ai vu la Coupe du Monde à la télé et j'ai toujours rêvé de la voir de mes propres yeux. Le trophée est très joli, regardez comme il est beau. Ce n'est pas pour rien qu'il coûte presque 18 millions d'euros. Cette coupe doit revenir au Sénégal. Le Sénégal doit être champion du monde. Le Sénégal doit être champion du monde, Inch'Allah. Dans les grands théâtres de Dakar où est exposé le trophée de la Coupe du Monde, supporters anonymes défilent. Le Sénégal, leur pays, participera à la prochaine Coupe de football au Qatar. À défaut de se rendre sur place, certains ont l'occasion d'en prendre plein les yeux. Je suis heureuse d'avoir pu voir le trophée de la Coupe du Monde. C'est pour ça que je me suis déplacée pour soutenir le Sénégal. C'est un honneur pour notre pays et nous prions pour revenir du Qatar avec la Coupe. Khadija Diatta n'est pas la seule à souhaiter une victoire des Lions du Sénégal. Ici, nombreux sont ceux qui rêvent de voir les Lions revenir au Bercail avec le trophée. On souhaite d'y aller au Qatar, gagner pour la première fois. Un pays africain peut gagner la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, nous souhaitons qu'il sera la bonne. Au mois de décembre, on gagne le trophée. On peut le gagner. La Coupe du Monde débutera du 21 novembre au 18 décembre 2022. 32 pays sont qualifiés pour cette compétition et le Sénégal en fait partie. À défaut de la remporter, elle offre à ses supporters l'occasion de voir et de rêver de l'un des trophées les plus convoités au monde. Et on termine cette édition avec une bien triste nouvelle puisque nous avons appris dans la matinée le décès du réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard. Considéré comme l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, il incarnait la nouvelle vague et laisse derrière lui plus de 100 films en près de 60 ans de carrière. Il avait 91 ans. C'est la fin de votre édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, comme toujours, restez informés en regardant Télé Sud. À demain. Bonne journée à tous. Au revoir.